présenter à l'assistance. Allô? Monsieur Ndoumé, si vous pouvez vous présenter à l'assistance. Oui, bonjour à tous. Je suis Bonjour. Dr Ndoumé Constant. Je suis membre de la task force PCI EHA de Côte d'Ivoire. Je suis le Oui, deuxième vice-président et je suis le chef de oui. service d'hygiène au CHU de Yopougon à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, docteur Constant. Vous êtes l'un des plus réguliers à ces sessions et sachez que vos collègues comptent beaucoup sur vous et sur votre expérience. Nous allons passer Merci. la parole, je vous en prie, nous allons passer la parole à Monsieur Achille Bala. Monsieur Achille Bala, ouvrez votre micro à gauche en bas et vous pouvez vous adresser aux autres collègues. Je pense qu'il y a un souci de connexion ou il est loin de son ordinateur. Alors, nous allons passer la parole à Monsieur Mathias Moirabou. Bonjour professeur, bonjour chers collègues, je suis Mathias Moirabou. Je suis manager de programme de santé, expert en PCI et WASH, membre de CPCI, République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Mathias. Nous allons demander à Madame Kanika de se présenter. Madame Kanika, si vous nous suivez, veuillez vous présenter à l'assistance. Euh, Bonjour à tous, je suis Tanika, je travaille avec Equent. Merci. Merci beaucoup. La parole est au docteur Valérie Chilombo. Merci beaucoup, cher prof. Bon après-midi tout le monde. Bonjour aussi, dépendant de là où vous nous rejoignez. Moi, je suis Valérie Chilombo Kazadi. Je suis donc spécialiste en prévention et contrôle des infections et donc originaire de la RDC. Et je continue donc à travailler. Je suis membre de SCPCI. Merci. Merci beaucoup, docteur Valérie. Je me donne aussi la parole pour me présenter. Je m'appelle Boula Boula Ali, je suis médecin et membre des CPCI. Comme demandé, on a dit qu'on attend encore 5 minutes. Est-ce que ce ne serait pas bon que nous puissions démarrer euh, la session? La session d'aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur les invitations, sera animée par les participants eux-mêmes. C'est sur l'expérience des différentes régions de la prise en charge d'un patient suspect, suspect de de l'infection par le SARS-CoV-2, c'est-à-dire le virus responsable de la COVID-19. Nous avons mis ce sujet pour voir dans les différentes régions quelle était l'expérience dans la réception des malades et comment on s'est comporté pour les classer jusqu'à l'isolement. Hein. Si on trouve que la personne qui nous arrive est suspecte de COVID-19, comment on a procédé pour,
pour l'accueillir, la prendre en charge et éviter qu'elle puisse contaminer d'autres malades. Voilà le but de cette session. Alors, comme ce sont les participants qui vont animer, moi, je me suis fait le devoir d'être modérateur. Mon collègue Valérie pourra m'aider aussi. Nous allons co-animer. Je me suis dit, le vrai problème serait de définir, de donner la définition de cas. Pour cela, j'ai pensé à la définition de l'OMS. À la définition de l'OMS, parce que différents pays avaient aussi leur définition des cas suivant les réalités de leur contrée ou de leur pays. Alors, pour nous unir, j'ai plutôt choisi la définition des cas selon l'OMS. Voyons maintenant comment ces cas de COVID-19 étaient définis. Je n'ai pas de diapositive, vous m'en excuserez. Je viens fraîchement d'arriver d'un voyage. Alors, nous allons nous contenter de la lecture de ce que j'ai devant moi. Je demande toute votre indulgence. Alors, comment l'OMS a défini le cas? Nous avons le cas suspect, et pour le cas suspect, il y a trois options. Nous avons d'abord les critères cliniques. Dans les critères cliniques, il y a l'apparition soudaine de fièvre et de toux, hein, comme un syndrome de type grippal, ou encore une apparition soudaine d'au moins trois des signes ou symptômes suivants. Nous avons la fièvre, la toux, la faiblesse, la fatigue générale, les céphalées, la myalgie, qui est la douleur musculaire. Céphalée, ce sont les maux de tête. Mal de gorge, coryza, dyspnée, nausée, diarrhée, anorexie. Je voudrais rappeler à l'intention de participants des notions que nous avons apprises et parfois ça pose un problème d'interprétation. C'est qu'on rencontre aussi dans les livres. Dans certains livres, signes et symptômes s'équivalent, mais il y a une différence sur le point sémiologique. Qu'est-ce qu'on appelle symptôme? Symptôme, c'est une manifestation pathologique qui est subjective. Donc,
manifestation pathologique qui est subjective. C'est le patient qui déclare ce qu'il ressent. Je donne un exemple. Il dit qu'il a faim. J'ai faim. J'ai beaucoup faim. J'ai froid. Bien. C'est le malade qui déclare. Et c'est lui qui sent cela. Mais, par contre, le signe, c'est une manifestation pathologique qui est objective. C'est l'examinateur qui voit ça et qui annonce. Quand quelqu'un a les yeux jaunes, il est ictérique. Il peut les voir lui-même, mais les autres peuvent lui dire, mais vous avez un œil rouge, vous avez les yeux qui sont jaunes, ça, ce sont des signes. Évidemment, il y a des signes qui sont à la fois signes et symptômes en fonction de la quantification. La fièvre. Quelqu'un dit qu'il a le corps chaud. C'est un symptôme. J'ai le corps chaud. Mais ça va devenir un signe quand nous prenons le thermomètre et nous quantifions cette fièvre. Grâce au thermomètre, nous trouvons que la personne a 39 degrés Celsius. Il a 40 degrés de fièvre. C'est un signe parce que nous quantifions. Ce n'était qu'un rappel sur ce qui est signe et symptôme. À côté des critères cliniques, pour la définition, nous avons des critères épidémiologiques. En termes de contact d'un cas probable ou confirmé, ou encore un lien avec un foyer épidémique. Donc, les critères épidémiologiques se rapportent à un contact d'un cas probable ou confirmé ou lien avec foyer épidémique. Contact ici, c'est une personne qui peut être frère, époux ou épouse, fils ou fille de quelqu'un qui a fait la maladie ou un ami du bureau, ainsi de suite, qui y ait un cas probable ou un cas confirmé, ou encore quelqu'un qui a visité ou qui est venu d'un foyer épidémique. Voyons maintenant la deuxième possibilité. Nous avons un patient atteint d'une maladie respiratoire aiguë sévère. Donc, une infection respiratoire aiguë sévère et qui a des antécédents de fièvre ou encore une fièvre mesurée supérieure ou égale à 38 degrés Celsius. Et des toux, la toux, apparue
au cours des 10 derniers jours et nécessitant une hospitalisation. Hein, donc, ce deuxième cas, c'est un patient atteint d'une maladie respiratoire aiguë sévère et qui a des antécédents de fièvre ou qui présente une fièvre mesurée où on a une température supérieure ou égale à 38 degrés Celsius. En plus, il a une toux apparue au cours des 10 derniers jours. Et tout cela a poussé à une hospitalisation. Troisième possibilité, nous avons une personne sans signe clinique ni symptômes. Donc, un sujet sans signe clinique qui n'a pas non plus des symptômes. Ou encore, une personne présentant des critères épidémiologiques ayant un test positif de détection des antigènes du virus SARS-CoV-2. Hein? Ce test a été réalisé par un professionnel de santé. Ou encore un autotest. Voilà pour les cas suspects. Rappelons encore dans la définition des cas de l'OMS, c'est qu'un cas probable, d'infection par SARS-CoV-2. Ici, nous avons deux options. La première, un patient qui répond aux critères cliniques et qui est en contact d'un contact, qui est en contact, c'est une répétition, d'un contact d'un cas probable ou confirmé ou qui est lié à un foyer épidémique de COVID-19. Donc, ici, le patient répond aux critères cliniques qui est en contact d'une personne, contact d'un cas probable ou confirmé, ou qui est lié à un foyer ou qui est lié à un foyer épidémique de COVID-19. Deuxième option, pour le cas probable, nous avons le décès. Un décès sans autre explication chez un adulte qui présentait une détresse respiratoire avant le décès et qui était en contact avec un cas probable ou confirmé ou qui était lié à un foyer épidémique de COVID-19. Donc, la deuxième possibilité du cas probable, c'est un décès sans autres explications
survenu chez un adulte qui présentait une détresse respiratoire avant le décès et qui était en contact avec un cas probable ou confirmé ou qui était lié à un foyer épidémique de COVID. Rappelons aussi, c'est qu'un cas confirmé d'infection par le virus SARS-CoV-2, c'est-à-dire le virus responsable de la COVID-19. Nous avons deux options. Une personne dont le test d'amplification des acides nucléiques, TAAN, est positif indépendamment des critères cliniques ou épidémiologiques. Je reprends. Une personne dont le test d'amplification des acides nucléiques, donc TAN, est positif, indépendamment des critères cliniques ou épidémiologiques. Deuxième option, une personne qui répond aux critères cliniques et ou épidémiologiques, donc les cas suspects, présentant un test de diagnostic rapide antigénique positif. Donc, ce test est positif, réalisé par un professionnel de la santé ou qui est un autotest. Voilà, chers collègues, lu les définitions de cas selon l'OMS pour permettre à ce que les structures sanitaires puissent rapidement mettre en évidence les personnes suspectes, les cas probables et les cas confirmés. Alors, ainsi défini le cas probable. Voyons maintenant quelle est votre expérience, celle que vous avez vécue pendant la période cruciale de la pandémie de COVID-19. Vous pouvez rapporter à la connaissance des autres collègues comment ça s'est passé dans votre hôpital ou dans votre pays. Voilà, chers collègues, je vous passe la parole. Je rappelle que vous pouvez demander la parole à main levée ou bien vous pouvez écrire dans le chat. Professeur, il y a déjà une main levée, celle de Monsieur Mathias Marabou. OK, merci. Nous donnons la parole à Monsieur Moirabou. Allez-y, Mathias. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur, pour toutes les définitions d'éclaircissement par rapport à la COVID-19. En fait, je ne suis pas praticien dans des structures sanitaires, mais je travaillais dans un projet avec ICANN au moment où la crise était vraiment aiguë.
ici dans la province du Sud Kivu, à Bukavu, dans la zone de santé de Katana. C'est une observation. Je suis arrivé dans le centre de santé de référence de Mugeri, zone de santé de Katana. Lors de l'enquête, j'ai vu qu'on amenait un patient et quand le patient était arrivé à la salle de triage, le patient n'avait pas de masque. C'était un monsieur qui avait environ 42 ans. Il n'avait pas de masque. Quand j'ai vu que le patient avait une difficulté respiratoire, surtout en inspiration. Et tous les autres qui l'accompagnaient ne portaient pas de masque. Et quand ils sont arrivés, ils ne sont même pas lavé les mains. Ils sont arrivés là-bas, on a fait passer le malade jusqu'à la salle de consultation et les autres étaient à l'extérieur qui attendaient à ce que l'infirmier puisse venir faire son anamnèse. Il avait une fièvre de 38,5, ce patient. Et vite, comme nous étions dans une période, tout le monde a suspecté que c'était COVID-19. Et le monsieur, la première impression est que la plupart des personnels soignants fuyaient déjà, mais l'infirmier titulaire était resté avec un garçon de salle. Ils ont transporté le malade et le mettre un peu à l'écart parce qu'il n'y avait pas une salle d'isolement ou bien un endroit qui était construit pour l'isolement. En fait, j'ai continué avec mon observation sur ce malade. J'ai trouvé que on avait dit à ce malade si on lui avait présenté le masque parce que nous on fournissait les masques, il a refusé de porter le masque parce qu'il avait des difficultés respiratoires. Il disait s'il portait le masque, il va souffrir davantage. Et directement, on a appelé l'ambulance pour l'hôpital de référence de Katana, l'hôpital général. L'ambulance était dans d'autres coins. Peut-être que c'était arrivé après moi. Et quand le patient était isolé, mais pas dans l'isolement, il n'a bénéficié que peut-être le paracétamol que j'avais vu l'infirmière avait donné d'abord pour essayer de baisser la fièvre, en attendant que l'ambulance puisse venir prendre le malade et l'amener à l'hôpital général de référence, l'hôpital de Katana, Fomilac. Alors, comme personnel de la PCI, ce qui m'a plus marqué est que le malade n'avait pas de masque. Les autres qui les transportaient, il y avait six messieurs et sa femme qui étaient à la course aussi ne portaient pas de masque. Mais curieusement, j'ai posé la question, mais vous venez comme ça, pourquoi vous ne portez pas de masque? Tous m'ont répondu, avec la vitesse à laquelle on venait précipitamment avec le malade au centre de santé de référence, il n'y avait pas moyen de porter le masque parce qu'on risquerait d'être asphyxié. Alors, cette observation voudrait m'amener à m'intéresser à vous les praticiens, ce que vous pouvez tirer comme conséquence, mais nous, comme agents de la PCI, nous avons vu déjà que
il y avait une défaillance. On pourrait autoriser, oui ou non, à ces malades de porter le masque à cet état pour réduire les risques de contamination si, entre guillemets, il était un cas probable de la COVID-19, ou bien il était idéal seulement de laisser le malade dans cet état avec sa dyspnée sans porter le masque, au risque aussi de contaminer le personnel soignant et son entourage. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Moirabou, pour cette illustration du cas que vous avez vécu et observé dans la zone de santé de Katana. Et nous allons continuer avec vos questions, mais je passe d'abord la parole au docteur Valérie. Docteur Valérie, vous pouvez intervenir. Merci beaucoup, cher professeur. Et merci pour cette belle illustration des difficultés que l'on a sur le terrain. J'aimerais bien souligner une chose en l'apprenant à partir du personnel de santé d'abord. Quand nous faisons le test de convenance, si je peux dire, du masque pour voir si le masque convient à un patient ou à un personnel de santé, nous ne regardons pas tout simplement le fait de l'étanchéité qu'il y a autour, mais également nous regardons l'aspect de tolérance de ce masque. Parce que la tolérance du masque est un élément très important. Il y a des personnes, même étant personnel de santé, qui n'arrivent pas à supporter le masque et qui suffoquent. Donc, quand nous portons un masque, ou un équipement de protection individuelle, EPI ou EPI communément appelé, nous tenons compte de l'évaluation du risque. Ce risque, on ne regarde pas seulement le risque de contamination, mais on regarde aussi le risque qu'il y a de pouvoir faire du mal à la personne. Le degré du risque, l'exposition à ce risque-là, et même l'outil que nous portons ou l'équipement de protection individuelle que nous portons, nous regardons également l'impact que cela a sur la personne. Si la personne doit suffoquer et mourir, quel est le bénéfice? Donc, on pèse le risque par rapport au bénéfice. Maintenant, dans pareilles circonstances, nous n'avons pas qu'une seule approche. Nous avons parlé de cette approche multimodale. On voit d'autres éléments que nous avons, mais on a aussi d'autres éléments à combiner comme moyen de prévention. Rappelez-vous que ce patient qui n'est pas capable de pouvoir porter le masque parce qu'il étouffe, il étoufferait, il a besoin d'oxygène. Donc, on ne va pas pouvoir lui donner un élément, une intervention contraire par rapport au bon résultat escompté. Cette personne peut être mise dans un coin où nous savons qu'il y a plus de ventilation, ça veut dire une bonne aération, et du coup, l'aération nous permet de diminuer le risque parce qu'avec la ventilation naturelle, avec le fait que les fenêtres sont ouvertes et qu'il y a un courant qui passe, ce courant réduit le fait de la charge bactérienne dans l'air et de la charge microbienne dans l'air parce que pour ce qui est de tout ce qui est suspendu, eh bien, le courant d'air va pouvoir l'emporter. Je continuerai en disant ceci. Le fait de séparer cette personne avec les autres est une bonne attitude parce que ça permet en ce moment-là de pouvoir diminuer le risque. Donc, sur ce point-là, nous comprenons les personnes dans le contexte où elles sont et on essaye de pouvoir les accompagner aussi psychologiquement. Et ça, c'est un des éléments, leçons clés apprises lors de cette COVID, que la prise en charge même du personnel de santé, du point de vue psychologique, pour ce qui est de la santé mentale, ce sont des éléments qu'il faudrait renforcer. Et rappelez-vous le principe premier du personnel de santé, primum non nocere. Donc, on ne va pas nuire. C'est le premier principe.
et d'éviter de faire du mal. Pour ça, je crois que c'est l'intervention que j'ai voulu placer ici et que nous devons, par rapport aux leçons apprises durant la COVID, tout en rajoutant ceci que, rappelons-nous que plus de 70% et même 90% des personnes atteintes de COVID étaient des personnes qui étaient asymptomatiques ou sinon symptomatiques, avec très peu de symptômes qui pouvaient faire suspecter que c'était COVID. Donc, c'est des éléments très importants dont il faut tenir compte, qu'on a eu des personnes qui sont asymptomatiques, mais qui pouvaient continuer à contaminer. Merci beaucoup. Merci, chère Valérie, pour ces apports qui ont servi quand même à rappeler aux participants euh, ce qu'il y a eu, ce qui existait, ce qui se faisait ailleurs. Alors, nous voulons donner la parole à d'autres participants tout en discutant aussi les éléments donnés par M. Moirabou et Dr. Valérie. Oui, est-ce que quelqu'un a une préoccupation ou qui peut encore donner des réponses à la question de Mathias? Oui, Dr. Jean-Pierre. Merci beaucoup, professeur, pour la parole que vous m'accordez. Et j'en profite pour saluer tous les membres ici présents. Alors, je vais partager avec vous euh, une expérience vécue lors de cette pandémie de COVID. Et chez moi, en République démocratique du Congo, la province de Lomami, précisément à Cabinda. Et lorsque le diagnostic avait été posé de la COVID-19, ce diagnostic n'était pas les bienvenus aux yeux de la famille et ou du malade lui-même, surtout les accompagnants. Pour eux, c'est une maladie créée, surtout qu'il fallait mettre la personne en quarantaine et cette séparation avec sa famille n'était pas la bienvenue. Et par carence de médecins, psychologues ou de psychologues autour des malades dans l'hôpital où nous œuvrons, et la prise en charge n'était pas totalement efficace par le simple fait que la plupart des malades ne voulaient même plus visiter lorsqu'il y a des signes semblables à ceux de la COVID, amener les malades à l'hôpital. Pourquoi? Parce que bon, c'est une maladie créée par les Blancs. Voilà, on nous l'amène et on nous sépare de nos membres de la famille, ce qui perturbait davantage la prise en charge. Et cela a été pour nous une occasion de penser qu'il n'y avait pas eu une bonne communication, une bonne sensibilisation au niveau de la zone pour que, et à tous les niveaux, pour que la population soit sérieusement informée sur la maladie et les modalités de prise en charge. Ce qui a fait que même les reportages des cas ont été au rabais à cause de la méfiance de la population vis-à-vis de la stratégie qui visait à écarter, à mettre le malade à une situation où il est isolé afin de mieux le prendre en charge et d'éviter la contamination des autres personnels. Donc, c'est un peu ça ma petite expérience que j'ai voulu partager avec vous. Et j'avais même suggéré à la hiérarchie que prochainement, il faudra intensifier la sensibilisation au niveau des chaînes de radio dans la communauté pour que l'infodémie ne puisse pas gagner du terrain et surtout qu'on est en train de vivre cela pour
l'épidémie qui est en cours, les Mpox. Merci. Merci beaucoup, docteur Jean-Pierre, pour cette illustration. Je voudrais demander aux collègues, est-ce que avec les deux cas, port de masque et refus de port de masque par les accompagnants comme du premier malade, mais aussi la peur, le manque de sensibilisation des gens, selon ce qui vient d'être rapporté par docteur Jean-Pierre Casadi. Est-ce qu'il y a moyen que nous débattions sur ces deux cas avant de continuer? À vous. Pouvons-nous présenter les masques à quelqu'un qui est dyspnéique et à quel moment? Professeur, je peux passer un mot si vous le voulez. Oui, vous avez la parole, docteur Valérie. Merci, prof. Donc, je disais tout à l'heure que tout est à évaluer avec le risque. Quel est le degré de dyspnée que la personne a? Quel est le degré de dyspnée que la personne a? Ça, c'est très important. Mais alors, la réalité des faits, c'est que on peut présenter un autre type de masque, un masque qui lui amène l'oxygène, plutôt qu'un masque qui lui prive ou entrave cet oxygène de pouvoir être utilisé comme il se doit. Donc, le masque qu'il faut lui donner, idéalement indiqué, c'est celui-là qui va lui apporter l'oxygène. Donc, quand on a besoin d'une oxygénation, on devra bien donner. Maintenant, les personnes qui sont autour de la personne sont appelées, sont censées porter les équipements de protection individuelle parce que ils ne vont pas mettre cette personne à risque de perdre la vie alors que eux n'ont que le risque de contamination. Le risque de perte de vie est très grand et plus grand que celui-là de pouvoir être contaminé. Je ne dis pas que il faut faciliter la contamination. Je dis bien qu'autour, ou nous disons qu'autour de pareils cas, ceux qui sont autour vont pouvoir s'armer pour pouvoir diminuer le risque de contamination. Parce que là, nous devons privilégier la survie de ce patient ou de celui-là qui nécessite de l'oxygène. On ne va pas mettre une barrière pour pouvoir arrêter. J'ai bien dit que c'est au cas par cas. Je donne un exemple. Il est connu très clairement que les personnes anémiques, les personnes SS, pas anémiques, mais les personnes ayant l'anémie falciforme, ont la facilité de pouvoir tolérer un taux bas d'oxygène. Et d'expérience, les personnes AS aussi certaines arrivent à pouvoir tolérer un certain taux d'oxygène comparativement à celles-là qui ne le sont pas. Les personnes vivant en haute altitude ont développé des réflexes de pouvoir tolérer une concentration basse en oxygène, un taux bas d'oxygène. Ça, c'est connu. Ça fait que les coureurs cyclistes, par exemple, qui font des entraînements dans les montagnes, ont la facilité de pouvoir tolérer une privation d'oxygène ou une certaine, je dis bien, privation d'oxygène par rapport à ceux qui sont en basse altitude. Donc, ces éléments, nous devons en tenir compte. C'est la physique, c'est la physiologie. Nous devons en tenir compte lorsque nous faisons tous ces éléments ou toutes ces interventions et qu'il faudra prendre la chose au cas par cas. Le patient, il est individuel et il a ses paramètres individuels dont il faut tenir compte et qu'il ne faudrait pas prendre au général. Quand nous avons les principes qui sont établis, nous devons essayer de les adapter aussi en fonction des individus et des cas que nous avons. Donc, cela est très, très important. Donc, autour de ces personnes, le personnel de santé devra porter les équipements de protection individuels qui sont appropriés. Permettez-moi de conclure cette intervention en disant ceci. Chacun d'entre nous, en étant agent PCI, chacun d'entre nous, en étant, professionnel de santé, est avant tout agent de communication. Donc, la communication, nous disons, l'engagement communautaire, disons,
la, la communication des risques et l'engagement communautaire sont des éléments clés, rappelons, et c'est cela la backbone, la colonne vertébrale de la PCI dans les communautés. Donc, nous devons, et ça c'est le retard qui a été suffisamment pris, et généralement dans ce genre d'épidémie, surtout pour ceux qui ont eu d'Ebola et de Covid-19, quand les choses commencent à distance ailleurs, on a difficile de pouvoir tacler l'infodémie et de communiquer les choses déjà avant, connaître les stratégies et de pouvoir les communiquer. Dans Covid, nous avons vécu ce genre de choses, surtout que c'était nouveau. Donc, nous sommes agents de communication. La communication des risques et l'engagement communautaire précèdent les actions PCI, là-bas parce que déjà, ça fait partie de la composante PCI de communication, la composante communication de la PCI. Il faudra précéder avec les leaders de communauté, avec les responsables des familles, les gens qui ont confiance au personnel de santé. Parce qu'un personnel de santé n'est pas informé, on va lui poser cette question, mais ce qu'on est en train de vous dire là, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, ces histoires-là, nous, on ne les connaît pas, on les entend seulement comment ça se dit à la radio, on entend seulement comment c'est communiqué par là. Le fait de donner cette réponse établit et pose un lien, pardon, un lit, un coussin pour le développement de la résistance et de la méfiance au sein de la population. Nous, comme personnel de santé, nous devons savoir comment répondre aux questions que nous ignorons et qui nous sont, ou auxquelles nous ignorons les réponses et pour lesquelles nous sommes consultés par l'un ou l'autre. Merci beaucoup. Merci, docteur Valérie. Je ne sais pas si M. Moirabou est satisfait de la question qu'il a posée au début de la séance. Mathias? Mathias, êtes-vous satisfait de la réponse donnée ou pas? Je pense qu'il a un problème de Au connexion. micro, oui. Oui. Bien, y a-t-il un autre exemple Il y a ou Isaac des questions? Victima. Ah, Il y a Isaac Isaac. Victima qui a levé la main. Oui, Isaac, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur, pour la parole. Je voulais juste intervenir concernant les mesures de protection individuelle au pays. Sur les malades suspects de Covid ou un malade confirmé de Est-ce Covid. que vous pouvez reprendre, Monsieur Isaac, est-ce que vous pouvez reprendre votre question? Oui, professeur, je vous écoute. Je voulais juste intervenir concernant les mesures de protection individuelle et pays pour les malades suspects de Covid ou pour un malade, donc pour un patient suspect de Covid et un patient confirmé de Covid. Est-ce que ce sont les accompagnants qui doivent normalement porter les EPI ou ce sont les malades qui doivent normalement porter les EPI? Parce que tu vas voir un patient qui est suspect de Covid, il a des symptômes toujours qui, qui ne nécessitent pas, donc qui ne nécessitent pas de porter les EPI. Une fois il porte, soit il a des dyspnées, s'il porte un masque, ça va entraver juste la respiration. Il y aura, donc ça va aggraver les symptômes. S'il a une fièvre, si une fois il le couvre avec des blouses et autres masques, je ne sais pas quoi, c'est contre les mesures générales d'une fièvre. Si une fois on le mettait dans une chambre fermée, dans une chambre là isolée, le patient ne sera pas, donc ne sera pas à mesure de respirer l'air ambiant qui circule. C'est-à-dire que tu vas voir, ce sont peut-être les virus qui va se stocker parce il y a, parce que, donc, il y a une concentration donc, humaine et il y a aussi une promiscuité, c'est-à-dire que le virus aura une tendance de se multiplier. C'est-à-dire, Isaac, c'était juste soyez une question bref. de savoir. Oui, oui, c'était juste une question de savoir si c'est les patients qui doivent porter les EPI normalement ou ce sont les accompagnants, donc les gens qui l'entourent. Merci beaucoup, professeur. OK. OK, Monsieur Isaac. Les participants ont suivi votre intervention. Qui doit porter l'équipement de protection personnelle
Est-ce qu'il y a moyen de demander un peu à ceux qui sont autour de vous de, de- de s'éloigner un peu ou bien vous vous éloigner d'eux pour éliminer le bruit de fond? Oui, Oui, professeur, je me suis déjà allumé. OK. Bien, je demande aux participants si quelqu'un peut répondre à la préoccupation d'Isaac qui doit porter l'équipement de protection personnelle. Bien, je pense que tout en évaluant les risques, élément très important que le docteur Valérie a souligné au départ, nous avons des situations et avant d'aller aborder les malades, les examiner, leur soigner, leur apporter n'importe quoi, il faut évaluer le risque. Si c'est un prélèvement qu'on doit faire, que faut-il faire? Ça, c'est du côté du personnel soignant. C'est du côté aussi des visiteurs. Donc, il faut informer tout le monde de ce qui doit être fait pour aller autour du malade ou dans la chambre du malade. Il faut voir qu'est-ce que nous allons faire qui n'est pas risquant pour nous-mêmes et notre entourage pour se protéger, mais aussi protéger les autres parce que il est déjà atteint, vous avez un rhume, vous toussez vous-même, il faut voir aussi, ce n'est pas seulement que vous vous protégez vous-même, mais que vous puissiez aussi protéger vos malades. Le deuxième volet, c'est le malade lui-même. Doit-il porter le masque ou pas? Le malade, tant qu'il restera dans sa chambre, il ne portera pas de masque. Quand il est seul dans sa chambre, il ne portera pas le masque. Mais quand il doit sortir de sa chambre pour aller, par exemple, faire une radio, pour des soins quelque part, surtout pour les investigations, ou bien sortir dans le jardin, à ce moment-là, il doit porter le masque. Il doit porter le masque. Voilà ce que je pouvais dire. Nous avons le personnel soignant, nous avons les visiteurs, les frères et sœurs de ceux qui sont autour du malade, donc les personnes contact, et nous avons aussi d'autre part le patient lui-même. Voilà ce que je pouvais dire à ce sujet. Professeur, il y a une main levée du confrère Jean-Pierre Casadi. Oui, docteur Kazadi? Merci beaucoup, professeur. Je voulais juste ajouter quelque chose par rapport à ce qui a été dit et aussi pour répondre à la préoccupation de notre confrère.
J'ai perdu les noms, va m'excuser. Isaac. Euh, Isaac. Il Isaac, s'appelle Isaac. Isaac, merci. Quand il était en train de dire que bon, le malade qui présentait la fièvre, et puis vous lui ajoutez encore un drap, c'est contre les mesures de, de prise en charge de la fièvre. Bon, de toutes les façons, l'essentiel, c'est les maîtres mots que vous venez de dire. Il faut évaluer les risques. Il est vrai que dans une institution sanitaire équipée, on veillera à ce que on puisse découvrir s'il y a une comorbidité, euh, que l'on puisse voir dans quelle mesure on ne pourra pas enfoncer le malade en voulant faire un geste salutaire. Donc, tout c'est évaluer les risques. Et pour les malades, parce que s'ils se sentaient mieux, ils ne seraient pas venus à l'hôpital. Et aussi les accompagnants, s'ils peuvent porter les EPI ou pas. Bon, de toutes les façons, lorsque le malade est isolé, on n'autorise pas qu'il y ait beaucoup euh, d'accompagnants autour du malade s'il y a une forte suspicion de propagation de microbes, comme dans les cas de Covid, la personne est en train de tousser. Donc, il faudra aussi limiter le nombre d'accès dans la salle où est observé les malades et tout celui qui pourrait peut-être être autorisé d'y entrer, il faudra qu'il soit au courant des conséquences donc, euh, ou des avantages et des risques de porter ou de ne pas porter un masque lorsqu'il veut voir son frère ou voilà, son malade. Merci. Merci, docteur Jean-Pierre. Docteur Valérie, vous avez demandé la parole. Oui, merci bien, professeur. Euh, c'est assez intéressant cette question. Je crois que vous avez abondé dans le même sens pardon, le collègue euh, euh, Jean-Pierre vient de dire aussi, renforçant là-dessus. Euh, il est très important dans l'angle de la PCI que nous puissions voir l'objectif principal de la PCI. Protéger le personnel de santé, protéger le patient, protéger la communauté. Donc, s'il en est ainsi, et le professeur le souligne, que lorsque on fait cette évaluation des risques, on a notamment l'aspect de limitation des mouvements. Et quand il y a mouvement à faire, dans certains cas, le patient sera obligé de porter des équipements de protection individuelle parce qu'on les déplace d'un endroit à un autre. Et c'est très important que nous puissions noter la notion du circuit du patient. La notion du circuit du patient. Lorsque nous savons que ce patient est infecté et il y a le risque qu'il puisse contaminer les autres, quand est-ce qu'il va aller à cette salle-là où il faudra prendre la radio parce qu'on n'a pas la radio au lit, on n'a pas l'appareil de radio au lit, on n'a pas l'échographe au lit, on a l'échographe qui se trouve dans une autre unité. Quand est-ce que ce patient ira? Avec quoi est-ce qu'il va aller là-bas? Toujours dans les aspects d'évaluation du risque, le fait de porter une blouse est un équipement de protection individuelle qui permet dans les précautions contact d'éviter à ce qu'on puisse entrer directement en contact avec ceci ou cela. Que ce patient même porte une blouse quand il arrive ou même quand il sort de sa chambre, on lui fait porter une blouse qui est déjà un équipement de protection individuelle afin de limiter parce que dans certains cas, on aura à le manipuler, on aura à le toucher, faire ceci ou cela. Et peut-être même, il a un accompagnant qui est un membre de famille. Donc, on ne parle pas seulement d'un Covid, on parle du cas général que la PCI, comme nous le disons d'habitude, ce n'est pas ma grand-mère a dit, mon oncle a dit, ma tante a dit. On donne les évidences et en fonction des évidences et les risques avérés, visibles, évalués, perçus ou perceptibles, on va pouvoir prendre les équipements de protection individuelle. Et ça fait la beauté justement de cette PCI que nous avons. Alors, une question vient toujours, mais nous n'avons pas ces équipements de protection, qu'allons-nous faire? Eh bien, le minimum que l'on puisse faire, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut rajouter, augmenter pour que nous puissions nous protéger davantage en faisant avec ce que nous avons et en essayant d'acquérir ce que nous n'avons pas. Peut-être qu'on y reviendra dans les expériences, dans ce que nous n'avons pas. Je vous donnerai un exemple.
d'une expérience de notre pays où nous avons été, vous serez scandalisés de ce qui se passe, qu'on a des équipements de protection au jour d'aujourd'hui qui viennent de la COVID, mais qu'on n'a pas su gérer après. Ils sont éparpillés partout. J'en donnerai quelques exemples un peu plus tard. Merci. Est-ce que vous ne pouvez pas en profiter pour donner ces exemples comme euh, ça reste fixé dans les mémoires? Ok, merci pour. Vous savez, c'est tellement beau qu'il faut déjà prendre avec l'hygiène des mains. On dit que les bonnes pratiques doivent rester. Le fait de faire l'hygiène des mains, par exemple, en entrant à l'hôpital, en sortant de l'hôpital, c'est un des acquis de la COVID dans certains milieux, mais c'est des choses antérieures à la COVID avant. Nous avons fait une visite d'évaluation dans un hôpital au Moyen-Orient. Et dans cet hôpital, en interviewant, en parlant aux uns et aux autres, là, nous sommes vers la chirurgie, où on a beaucoup de stagiaires qui viennent. Eh bien, le stagiaire a une paire de gants. Avec cette paire de gants qu'il touche partout, et cette paire de gants-là qu'il a en chirurgie, eh bien, il y en a qui parlent qu'ils peuvent utiliser le gel hydroalcoolique ou ils peuvent utiliser la solution hydroalcoolique pour pouvoir désinfecter afin de pouvoir continuer. Il faut cette hygiène de main. Alors, on n'a pas l'assurance de la désinfection qui ou de la décontamination bonne qu'il y a eu là-bas. Il peut y avoir des germes qui peuvent être alcoolo-résistants. Il peut y avoir des germes des spores. Les spores ne vont pas être tués par l'alcool. Donc, on va pouvoir utiliser des équipements de protection individuelle, comme on en a vu durant Covid, et je vous dis, c'est des éléments qui sont restés dans certains hôpitaux où le personnel de santé est en train de circuler. Venant de l'aspect Covid, les gens portaient des gants. Mais est-ce qu'il fallait porter des gants? Parce que nous qui portons les gants, nous ne faisons pas l'hygiène des mains. Du coup, tout ce que nous touchons, partout où nous toucherons, nous allons transporter des germes, en déposer de là où nous venons et en prendre de là où nous, en déposer ceux qui viennent de où nous venons et en prendre d'autres à les mettre. À l'entrée d'une structure de santé, les agents de sécurité portent les gants. Vous venez avec votre passeport, vous venez avec votre carte d'identité et les manipuler avec la même paire de gants. Et cette même paire de gants permet la transmission des germes. Vous laissez votre téléphone à un point de sécurité. À ce point de sécurité-là, il est manipulé avec des gants. Et ces gants-là vont pouvoir manipuler tout un tas de choses, et même les surfaces de l'environnement sur place. Ça vous permet à ce moment-là de pouvoir augmenter le risque. Alors, pour terminer avec les équipements de protection individuelle, nous faisons l'évaluation d'un grand hôpital tertiaire et nous trouvons justement que dans cet hôpital tertiaire, ils avaient reçu tellement de blouses bleues ici que nous portons et que nous avons eu euh, usage unique. Il y en a partout. Alors, nous sommes entrés au bloc opératoire où, dans un couloir qui mène de la stérilisation au bloc opératoire, qui a été transformé justement en une zone de stockage des équipements de protection individuelle, il y a tellement de choses là-dedans que la poussière s'est déposée dessus, que ces équipements de protection individuelle ne sont que très peu utilisés, alors que dans l'institution, on voit qu'il y en a qui manquent. Les médecins qui sont seniors ne portent pas les blouses là, mais on les impose à d'autres, comme si le fait d'avoir cette seniorité-là protégeait les gens contre les germes et que c'est les autres qui sont stagiaires et apprenants qui doivent porter. Donc cet exemple nous montre à suffisance que les leçons Covid n'ont pas été bien assimilées, et même si elles avaient été bien assimilées, leur continuité, les bonnes pratiques, les pratiques meilleures n'ont pas été perpétuées de façon à ce que nous puissions continuer à faire cette prévention. C'est un peu l'expérience que l'on a. Je m'imagine que certainement, d'où nous venons, on peut avoir aussi les mêmes situations. Merci, prof, et je m'excuse pour la longueur de cette intervention. Non, c'est l'essentiel que nous voulons avoir pour améliorer nos pratiques, pour améliorer la pratique que nous avons et corriger les gaps qui se présentent dans cette pratique. Je voudrais demander à Monsieur Moirabou Mathias s'il est revenu.
Oui, je suis là, Je voudrais, professeur. merci. Je voudrais vous demander si vous pouvez apporter à l'assistance la bonne pratique de centre de santé de Catane, là où vous avez observé les malades suspects de COVID. Si vous pouvez nous citer les gestes à poser partant de l'entrée de la structure, la cour d'entrée de la structure, jusqu'à l'isolement. Hein? Qu'est-ce que les malades que vous voyez faisaient? Qu'est-ce que les infirmiers faisaient? Ainsi de suite. C'est pas une question d'examen, mais que vous puissiez nous illustrer ce que vous avez vécu. Merci beaucoup. Comme je disais que c'était à l'intervention de ICANN parce que SCPCI collaborait avec ICANN en 2000, en 2020, 2021. Eh bien, les habitudes, après une longue sensibilisation, juste à l'entrée des centres de santé de référence de Mugueri, je prends l'exemple de ce centre-là, il y avait un dispositif de lavage des mains qui était là. Mais alors, souvent, c'est le savon qui manquait. Pourquoi le savon qui manquait? Parce qu'il y avait des petits gabins, c'était au village quand même, des petits gamins qui passaient là-bas et quand on voit les savons, on ramasse ces savons, ils amènent ça chez eux, chez leurs parents à la maison pour autre usage domestique. Et bien sûr, l'expérience, après une enquête, on a trouvé que quand il fait nuit, on prend, n'est-ce pas, la solution hydroalcoolique qui était juste à l'entrée avec le dispositif de lavage des mains. On essaie de déplacer, n'est-ce pas, la solution hydroalcoolique, de peur que les gens qui vont passer là-bas dans l'obscurité, qu'ils puissent tirer cette solution et partir avec. C'est vraiment malheureux. Mais la journée, comme il y a des gens, cette solution était là et on a pris l'option de ne plus acheter de savon dur. Il faudrait une solution hydroalcoolique qui était à la porte, comme on avait défendu dès le début, la solution chlorée. Alors, dès qu'on entre à l'intérieur, il y a justement la salle de triage qui est là. Et si vous n'avez pas de masque, on vous dit de porter le masque. Et si vous n'en avez pas vraiment dans votre sac, parce que les gens venaient avec ça dans leur sac, quand ils vont entrer dans le centre de santé, c'est maintenant, on enlève les masques dans le sac, on porte parce on veut entrer dans le centre de santé. Si vous n'en avez pas, il y avait des masques, on donnait les masques. Et une longue expérience a montré que presque tout le monde portait le masque. Mais de quelle manière maintenant? Il y a ceux-là qui portaient en dessous des nœuds. Il y a aussi ceux qui portaient juste au-dessus des mentons, en dessous des lèvres. Et il y en avait ceux qui portaient correctement le masque en respectant juste ce qui a été recommandé. Devant ces faits, comme on était toujours des sensibilisateurs, comme Dr Valérie venait de le dire, on essayait plus d'expliquer aux gens comment porter le masque, l'utilité de porter le masque. Très marquant, chers collègues, pendant la saison de pluie, il a été remarqué beaucoup de gens portaient le masque parce qu'il faisait froid. Avec le masque, ça épargne un peu les gens de respirer la fraîcheur de l'air ambiant. Avec le masque, ça épargne un peu. Quand il fait froid, on porte le masque, bien sûr. Pendant la saison sèche, une catégorie de personnes portaient le masque parce qu'il y avait trop de poussière. Ce n'était pas pour se protéger contre
la COVID-19 à cette époque. Non. Porter des masques pour lutter contre la poussière et certaines personnes pendant la saison de pluie portaient des masques pour lutter contre le froid. Le travail est énorme. Merci, professeur. Est-ce que je suis suivi? Oui, vous êtes suivi, Monsieur Mathias. Oui. L'exemple que vous... Oui, Mathias. Oui, professeur. Oui. Je Avez-vous... voudrais conclure en disant pour le malade parce que à un certain moment, ma connexion était interrompue, je n'avais pas suivi. Pour le malade, le cas de malade que je venais de donner là-bas, après X temps, lors de notre passage, quand on s'était informé, c'était le premier cas de COVID-19 qui a été confirmé parce que les échantillons, les échantillons, on envoyait ça à Bukavu. C'était le premier cas de COVID-19 qui a été confirmé au niveau des zones de santé de Katana. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Mathias. Le fait que le savon était piqué par des jeunes pour amener à la maison, oui, ça montre bien que il les prenait parce qu'à la maison, il n'en avait pas. Il n'y en avait pas. Et donc, ça doit nous pousser à réfléchir comment les familles peuvent supporter les frais de la survie de la maison chaque jour, mais trouver aussi un petit savon pour se laver les mains à chaque fois que cela est exigé. Je vais renchérir avec un exemple aussi. Là, dans la lutte anti-trypanosomiase, il y a les pièges de la Pessonnie, si je ne me trompe pas, le piège de la Pessonnie. Eh bien, il y a des endroits où ces pièges étaient montés parce que ce sont des étoffes avec des couleurs qui attirent les mouches tsetse et qui entrent dans ce piège où il y a un produit chimique qui va tuer ces mouches tsetse. Eh bien, il y a des pièges qui disparaissaient parce que les habitants autour ou proches de là où étaient implantés les pièges, eh bien, ils sautaient dessus pour prendre les tissus qui étaient là. Parce que quelqu'un ne peut pas avoir un tissu qu'on expose comme ça dans la forêt ou dans la brousse et que son fils ou lui-même marche torse nu. Alors il se servait comme ça et les pièges étaient perdus. Bien, je regarde dans le chat si il y a une question. Non, c'est tout simplement l'ingénieur Tezangi qui avait posté le lien pour l'évaluation de la session d'aujourd'hui. Bien, chers collègues, si nous n'avons plus de cas à exposer ou des questions à poser, j'ai... Professeur, je suis intéressé par quelque chose. Ah, oui, allez-y. Je suis intéressé par quelque chose que l'intervenant de tout à l'heure, Mathias, a donné. Il donne la Oui. différence entre les aspects nocturnes et les aspects diurnes de la PCI. Les aspects Eh bien, PCI oui. de jour et les aspects PCI de nuit. Alors, je crois que chacun Oui. d'entre nous l'aura remarqué, et c'est le moment d'insister que quand c'est la journée,
et que tous les autres collègues sont là, la pratique de la PCI semble diminuer parce que les gens ne sont pas observés par les autres. Est-ce que cette pratique n'a-t-elle pas été aussi Docteur pratique? Valérie, Docteur Valérie, Oui, professeur. voulez-vous reprendre? Il y a eu coupure de votre côté Oh, ou de notre côté? ok, Oui, je reprends. la différence entre la partie diurne et nocturne. De la pratique de la PCI, hein, la Oui. conformité aux règles PCI, l'observance des règles PCI. Cela a été constaté de nuit. Le personnel de santé souvent diminue l'observance des mesures PCI. Et probablement que l'un ou l'autre d'entre nous a eu aussi cette expérience-là. Ce qui nous pose, ce qui peut poser la question de savoir, est-ce que nous comprenons que ça doit faire partie intégrante de notre vie et que ça doit être invariable parce que ça fait une seconde nature à acquérir parce que si de nuit, on ne porte pas les équipements de protection individuelle, si de nuit, on ne maintient pas la propriété environnementale comme il se doit, alors que les moyens sont là, je précise, alors que les moyens sont là, cela pose un problème de compréhension, d'entendement, parce qu'il y a ces variations qui sont notées. Ce que j'ai voulu seulement rapporter, de ce que j'ai tiré aussi un tout petit peu, de ce que le collègue a dit en disant que l'on volait de nuit ce qui était disponible et qui devrait rendre service, mais aussi à noter que on fait des efforts minima la nuit plutôt que de jour. Merci. Merci beaucoup pour cette observation et la recommandation et le commentaire fait euh, autour de ça. C'est vrai, pour protéger le peu qu'on a, on préfère enlever le matériel et le mettre en sécurité à l'intérieur. C'est comme si les microbes dormaient la nuit et sont réveillés la journée. Tout cela, ça dénote le niveau de sous-équipement, accompagné d'une mentalité aussi peu recommandable. Alors, chers collègues, s'il n'y a plus de questions ou de commentaires à faire, parce que notre temps imparti court vers sa fin, je voudrais vous rappeler qu'il est bon de remplir le bon dont le lien est affiché. Cela pourra nous aider à voir comment nous fonctionnons et qu'est-ce que nous pouvons améliorer après dans tout ce que nous faisons ensemble. Comme nous travaillons sur des communications mensuelles se rapportant à un thème, nous avions voulu qu'on termine par cette session sur la pratique, hein, la pratique quand on reçoit les malades suspects de COVID-19. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre prévision du mois d'août. L'actualité oblige. Nous avions parlé au mois d'avril, on a fait 3 webinaires sur le Mpox. On a agi par proactivité. Le problème ne se posait pas tellement à ce moment-là, mais nous avons voulu être proactifs pour prévenir les médecins, les infirmiers, les, les animateurs euh, publics de la santé pour que les gens s'imprègnent de ce qui allait venir. Maintenant que l'épidémie de Mpox constitue une urgence de santé publique
déclarée par l'OMS de portée internationale et nous suivons la presse, qu'elle soit médicale ou la presse de tous bords. Nous suivons l'actualité comme avec des chiffres qui augmentent. Nous avons programmé à notre niveau des sujets sur Mpox pour que nous puissions contribuer aussi à notre tour à sensibiliser les gens, sensibiliser les médecins et infirmiers pour stopper l'extension de cette maladie. Et je vous annonce que à partir du vendredi prochain, on va reprendre des webinaires sur le Mpox. La plupart d'entre nous qui ont suivi les exposés du mois d'avril, je pense qu'ils s'en souviennent encore. Nous n'allons pas entrer dans les généralités comme pour quelqu'un qui entend cela pour la première fois, mais nous allons traiter des aspects tels que mais la PCI ne va pas manquer dans tout cela, mais on va essayer de trouver des experts qui peuvent nous parler de Mpox et de moyens pour éviter d'attraper et que notre entourage ne soit pas non plus euh, compromis. Voilà, chers collègues, je vais vous dire merci pour s'être dérangé pour suivre cette séance. Je n'oublie pas non plus Madame Kanika et son équipe qui nous ont aidés à vous atteindre là où vous êtes. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci, professeur, et à la prochaine. Merci, chers collègues. Merci, Monsieur Mathias. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Ah oui, COVID-19 aura vécu. Merci, professeur. Merci à toute l'équipe.